Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir convié, d'avoir convié l'ARS. Je suis intéressée effectivement à double titre par cette intervention, d'une part en tant que directrice générale adjointe de l'ARS. Et vous allez voir les actions qu'on peut mener, certaines qui ont déjà été exposées ce matin, qu'on soutient. Et d'autres qui vont être exposés juste après, voilà, un petit peu un point de rencontre à l'Agence régionale de santé, mais aussi parce que juste avant, j'ai été commissaire à la lutte contre la pauvreté et déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté et à la prévention de la pauvreté, donc forcément, c'est des sujets qui me parlent. Donc déjà, juste pour dire dans cette intervention, clarifier un peu de quel public, sur lequel public je vais plutôt me focaliser. On a dit que la précarisation du travail, ça pouvait, on a commencé à l'évoquer, toucher un public très large. Évidemment, d'abord, les emplois qui sont mal rémunérés. Mais la pauvreté monétaire, c'est vrai qu'elle touche quand même en premier lieu les chômeurs, 35%. Alors qu'on a quand même aujourd'hui, de plus en plus, un emploi qui a perdu de sa force de protection contre la pauvreté, vous l'avez rappelé, 2 millions de travailleurs pauvres, ce qui est un sujet à la fois pour la puissance publique, mais aussi bien évidemment pour les entreprises. Et parmi ces personnes en emploi, on en a vu certains ce matin, les travailleurs indépendants sont les plus vulnérables que les salariés qui sont encore un peu plus protégés, puis on dit qu'il n'y a que 6% de pauvreté. Et les retraités sont aussi plus protégés que le reste de la population. Toutefois, donc, on a quand même une situation qui évolue pas véritablement dans le bon sens. En ce moment, on a un nombre de personnes qui sont payées au salaire minimum, au SMIC, qui a bondi de près de 50% ces 2 dernières années. C'est un rattrapage donc, des bas salaires par le SMIC qui n'a pas provoqué d'augmentation de toute la chaîne des salaires. Et donc ça peut participer aussi à une précarisation un peu latente, à un sentiment de déclassement et de désengagement au travail. On a aussi parlé des différentes notions entre pauvreté et précarité. Donc c'est vrai que la pauvreté monétaire, c'est assez clair, ça se calcule, 60% du revenu médian. La précarité, c'est plus vaste. On a quand même des indicateurs qui sont précis et suivis sur longue période sur la précarité en conditions de vie, qui sont calculés par l'INSEE chaque année, qui sont aussi comparables au niveau européen. Et ces indicateurs, ils se dégradent puisque, alors ça dépend un peu des années, on est quand même dans un halo qui reste à peu près toujours le même, mais en 2022, on a atteint le plus haut point sur cet indice de précarité en conditions de vie. Et enfin, on a une part d'inquiétude face à l'avenir. Donc inquiétude par les conditions de travail dont on a beaucoup parlé ce matin et dont on va continuer à parler pour les travailleurs les plus précaires, mais aussi des catégories socio-professionnelles plus favorisées qui peuvent vivre cette instabilité réelle ou ressentie au travail. Alors, je ne sais pas si les enseignants-chercheurs sont dans ce cas-là, mais enfin on en parle quand même régulièrement, qui craignent le chômage, qui craignent la difficulté d'atteindre des objectifs qui leur sont fixés et qui sont parfois inatteignables, ou qui craignent l'avancée en âge qui les rendrait moins employables. Donc toute cette forme de stress au travail, une ambiance générale de précarisation. Je vous conseille un livre qui l'explique assez bien, qui est un livre d'Albena Asmanova qui s'appelle « Contre la précarité, l'anticapitalisme du XXIe siècle » au Seuil, et qui montre bien toute cette étendue de la précarisation au travail due à un modèle de production que nous connaissons aujourd'hui depuis les années 2010. Donc, on ne va pas pouvoir aborder ce thème-là aussi large ce matin, plutôt se concentrer sur des personnes qui sont plus exposées, mais encore une fois, c'est vraiment quand même un sujet qui peut tous nous toucher, notamment en termes de santé mentale. On a une direction départementale de l'ARS en Charente-Maritime qui organise à la fin du mois une conférence sur le burn-out, tout simplement. Donc, signe que c'est un sujet quand même qui résonne en termes de santé publique. Donc, en se limitant ici à un public plus circonscrit, c'est donc ceux dont les conditions de travail quotidiennes sont précaires, soit qu'ils soient dans des emplois instables, l'intérim, les CDD de courte durée, vous en avez parlé, soit qu'ils sont dans des situations aussi personnelles plus difficiles, notamment au regard des personnes à droit incomplet, comme on dit pudiquement au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire personnes qui sont en situation irrégulière, soit aussi qui soient plus instables en raison de leur manque de qualification, peu ou pas qualifiés, donc sur des emplois très peu rémunérés avec un risque de chômage très fort. Donc
J'y ajouterai juste, parce que c'est un pan d'action qu'on a à l'ARS, les publics qui sont en insertion. Non pas qu'ils soient directement précaires, mais c'est une étape dans laquelle ils sont un peu moins précaires, mais dans un chemin qui a été précaire et où on peut agir. Et les publics au chômage, évidemment, tant on voit que leurs indicateurs de santé sont encore plus dégradés, soit qu'ils aient été au chômage parce qu'ils ont eu justement des problèmes de santé avant, soit que le chômage dégrade là aussi leurs indicateurs de santé. Et il y a des études de Pôle emploi qui sont très intéressantes sur ce sujet. Donc tous ces publics, on a intérêt en termes de santé publique à s'intéresser à leur santé, à défaut de prévenir le non-emploi directement. Donc s'il est clair qu'il y a un lien, comme on l'a dit encore une fois ce matin, entre précarité au travail et santé dégradée, c'est aussi clair qu'on n'a pas assez de données, d'une part, et que d'autre part, très honnêtement, les politiques publiques ne le prennent pas directement en compte sous cet angle-là, sous l'angle de précarisation du travail et lien avec la santé. Ni les politiques du travail en termes de prévention, notamment parce qu'il y en a certains qui n'ont pas accès à la prévention au travail, ni les politiques de santé en termes de public prioritaire. Ce n'est pas directement, très clairement, un public bien visé par les politiques de santé. Toutefois, on l'aborde quand même par d'autres biais, juste pour dire qu'on ne fait pas rien en termes général sur ces publics précaires. D'une part parce que les travailleurs précaires sont souvent des personnes précaires elles-mêmes, qui vivent dans des environnements précaires, et on sait que les environnements sont des déterminants majeurs de la santé. Donc, comme ils évoluent au sein de ménages précaires, dans des conditions de vie difficiles en termes d'habitat, d'alimentation, etc., d'environnement, on a là déjà des actions qui sont menées sous cet angle-là, pas du travail, mais des conditions de vie plutôt. Nombreuses actions menées par les institutions de santé diverses, des actions adaptées qui vont de l'universalisme proportionné à des actions beaucoup plus spécifiques et qui font notamment souvent appel, depuis quelques années, à la médiation en santé. Donc ça, c'est les principales actions de notre PRAPS, le Programme régional d'accès à la prévention aux soins des personnes les plus démunies, dont on a déjà parlé ce matin. On a aussi quand même une démarche structurée avec, sur le lien entre santé et travail, pas santé et travail forcément précaire, mais santé et travail, avec le plan régional de santé au travail 2021-2025, donc avec la DRETS et la CARSAT. Dans ce plan, qu'est-ce qu'on y trouve en lien avec notre problématique de ce matin? On trouve 3 fiches actions qui en parlent. Une fiche action qui s'appelle « Améliorer les conditions d'hébergement des saisonniers en Nouvelle-Aquitaine ». Voilà, ça fait vraiment écho à ce qui a été dit ce matin par Médecins du Monde. Une fiche action sur l'accompagnement des indépendants face à la désinsertion professionnelle, sachant que donc, encore une fois, les indépendants sont plus souvent précaires, un taux de pauvreté plus fort. Et une fiche qui n'est pas directement là-dessus, mais enfin qui n'est pas directement sur le public précaire, mais qui en parle sur le développement sur la prévention du risque routier, et donc en ciblant notamment les travailleurs précaires des plateformes exposés à ce risque, disant qu'effectivement c'est un public difficile à toucher en raison de son statut avec un public jeune, souvent précaire dans sa vie quotidienne. Donc on voit quand même qu'on par touche, on essaye d'aborder cette question de la précarisation au travail. Alors pour venir à ce que fait plus précisément l'ARS en termes d'action dans ce champ-là, on a pu donc cibler 3 types de publics particulièrement fragiles, les travailleurs des plateformes, les travailleurs saisonniers et les salariés en insertion. Et j'élargirai un petit peu à la fin de mon propos. Donc sur les travailleurs saisonniers et les plateformes, j'y reviens pas, c'est notamment partie des travailleurs dont les droits sont les plus précaires, avec une médecine du travail faible, voire inexistante, des risques au travail importants, que ce soit les troubles musculo-squelettiques, les produits utilisés par les travailleurs saisonniers, ou les risques de circulation, donc pour les livreurs à vélo. La première action qu'on a eue, c'était avec l'enquête de l'ORS qui a été présentée, je ne vois plus, madame, voilà, qui a été présenté tout à l'heure. Alors ça commence à remonter, donc voilà, donc qu'on avait financé, contribué à financer.
Donc c'était déjà une première approche, vous l'avez très bien présentée, avec cette question voilà, de pouvoir creuser encore davantage par rapport au biais que vous aviez souligné dans l'enquête, un constat qui est parfois étonnant, qui aurait peut-être été plus sombre si on avait pu interroger les travailleurs saisonniers non déclarés ou allophones. Donc après, on a une deuxième approche pendant le Covid, avec des opérations de vaccination en aller vers des travailleurs saisonniers en Gironde, en partenariat avec le CIVB. Donc ça a permis de les toucher un peu ponctuellement, de tester ça. Et une troisième approche, c'est évidemment ce qui a été dit sur le programme de médiation en santé de Médecins du Monde, sur les travailleurs précarisés, enfin pas que médiation, mais tout ce qui a été présenté. Avec les deux volets, donc saisonniers viticoles dans le Médoc et livreurs des plateformes avec la maison des livreurs. Donc ça, j'y reviens pas, on est très heureux de soutenir ce programme. On en attend beaucoup, toujours. C'est vraiment un sujet qui est très intéressant parce que par rapport aux autres actions de médiation en santé, qui sont très larges, qu'on peut soutenir et qui vont sur le lieu de vie des personnes et qui s'intéressent alors plutôt à leurs conditions de vie ou à leurs conditions d'accès à la santé. Là, ce programme, il s'intéresse spécifiquement à l'impact du travail sur la santé, donc de ce type de travail précarisé. Alors c'est pas détachable des conditions de vie elles-mêmes et notamment des conditions d'ouverture de droit, mais c'est un angle particulier et qui donc nous permettra d'en apprendre plus au fur et à mesure. Donc vous l'avez bien présenté, pour dire aussi que c'est, vous l'avez montré sur une diapo, c'est une complémentarité avec d'autres acteurs, soit associatifs, soit plus institutionnels, notamment la PAS, qui est recherchée. On essaye toujours d'adapter puis d'orienter vers le droit commun. C'est quand même l'objectif, tout en restant très adapté aux personnes, notamment à celles qui ont des difficultés à aller vers les soins. Donc, in fine, cette intervention, il faut qu'on continue à capitaliser dessus, à voir qu'elle s'élargisse, qu'elle s'approfondisse. Je ne nie pas la dimension que vous portez forcément beaucoup plus, que nous, on peut porter d'une autre manière, sur la dimension de plaidoyer envers les employeurs. Bon, ces grosses plateformes, mais enfin, chacun à notre niveau, on peut essayer de faire quelque chose. Sur ce plaidoyer envers les employeurs, je pense aussi aux opérations, donc là sur le domaine des saisonniers, qui ont été des opérations ponctuelles pour l'instant, d'inspection des lieux de vie des travailleurs saisonniers viticoles, qui sont réalisées, il y en a eu quelques-unes, qui sont réalisées en coopération entre l'inspection du travail, la MSA et la gendarmerie, et qui permettent de débusquer des conditions de vie indignes et des situations de traite des êtres humains. Donc, juste pour vous dire que l'État, s'il n'agit pas toujours assez, agit quand même et cherche à améliorer certaines situations. Et donc là aussi, on peut être dans le plaidoyer. Juste pour revenir sur la maison des livreurs, vraiment, alors personnellement, c'est vraiment un projet que je trouve passionnant. Vous l'avez cité, il y en a un autre à Paris depuis quelques années, la maison des coursiers, mais qui n'allait pas aussi loin jusqu'à présent dans justement l'aspect santé. C'est-à-dire qui se limitait, entre guillemets, au dépistage, à l'accès au droit, ça c'est assez classique, un peu de conseils posturaux par rapport au TMS, mais qui n'allait pas jusqu'à l'aspect santé et qui va justement embaucher une infirmière pour aller plus loin sur cet aspect santé. Donc c'est vraiment un sujet qui monte. Donc je sais que les maisons se parlent, celle de Grenoble aussi, qui est peut-être pas encore tout à fait dans cette dynamique santé aussi, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment des éléments qui devraient se développer partout en France. C'est des éléments qu'en tant que commissaire à la lutte contre la pauvreté, j'avais essayé de développer avec l'ARS Île-de-France aussi davantage. Ça m'avait fait penser en préparant cette intervention d'une autre initiative, alors sur un public un peu différent, mais finalement qui reste un public très précaire. Donc c'est une initiative à Boulogne-Billancourt, vous pouvez penser plutôt une commune riche, Boulogne-Billancourt, mais qui existe depuis 2019, qui s'appelle Comme à la maison. Et en fait, c'est un lieu qui est fourni par la mairie, 300 mètres carrés, à disposition des salariés en horaire discontinu.
donc qui sont souvent des salariés très peu payés, très peu qualifiés, et qui pourtant sont astreints à des conditions de travail avec cause de ces horaires discontinus qui sont très dégradés, avec l'obligation d'aller manger dans un parc parce qu'ils n'ont nulle part où s'abriter, voilà, de se retrouver dehors pendant plusieurs heures. Il y a 82% de ce type de salarié qui n'a pas la possibilité de rentrer chez lui pendant la coupure, justement. Et ça concerne des métiers très différents que vous connaissez bien, l'aide à la personne, le ménage, la restauration, hôtellerie, médico-social aussi, la distribution. Et donc la mairie avait pensé, pour rendre ces métiers plus attractifs aussi, à mettre à disposition donc des salles de repos, cuisine, douche, mais aussi des ateliers. Et notamment se développent des ateliers sur la recherche d'emploi, sur l'informatique, mais aussi sur la santé. Alors vu un peu plus sous l'angle bien-être pour l'instant, mais sur ces questions de santé, puis ne serait-ce que avoir un lieu de repos où se poser, ou faire du lien social aussi, parce que un des aspects de la précarité, c'est l'absence de lien social, ou la difficulté à avoir du lien social. C'est déjà beaucoup, et pour le coup, c'est financé par les entreprises pour ceux qui sont salariés, et sinon, c'est 30 € par an pour un salarié individuel. Donc, c'est quand même pas inintéressant sur ce plan-là. Et ça peut avoir un impact non négligeable sur la fatigabilité, par exemple, aussi sur les accidents du travail, mais aussi sur la recherche d'un autre travail plus stable qui n'aura pas de coupure grâce à la formation. Donc on a ces initiatives qui sont, alors là c'est en région parisienne, mais pareil, essayer d'en susciter d'autres quand j'étais en région parisienne, mais il n'y a pas eu beaucoup de candidats malgré des financements pour faire d'autres maisons de ce type. Donc il y a quand même encore sans doute il y a très certainement encore un travail de plaidoyer important, très important à faire. Dans les autres projets en lien avec la précarité professionnelle et la saisonnalité, je voudrais vous citer des actions de médiation en santé auprès des gens du voyage, soutenue par l'ARS, une action spécifique santé-environnement, en fait, en lien avec le ferraillage et l'exposition à la plombémie. Donc il y a eu en 2017-2019 un dépistage qui a été organisé en Charente, par Santé publique France, et qui a montré que, entre autres, un des indicateurs, c'est que la prévalence du saturnisme chez les 0-6 ans était 26 fois plus élevée dans cette population que celle attendue en population générale. Donc on voit que là, on a un problème qui est lié au travail au départ, le ferraillage, qui devient un problème de santé publique, un problème qui touche les enfants, donc un problème à prendre sous un angle systémique. Et donc c'est suite notamment à ces travaux qu'on a davantage développé la médiation en santé auprès des gens du voyage. On finance ça à hauteur de 450 000 € par an. Donc là, c'était en 2023. Donc, pour montrer qu'il y a, quand on fait des études et qu'on arrive à objectiver certaines choses, après, on arrive à monter des programmes qui peuvent venir en aide aux personnes. Après, il faudrait mesurer, évidemment, les impacts réels de ces programmes sur la population. Je voulais vous parler aussi donc, des projets de santé dans l'insertion professionnelle, donc plutôt l'insertion par l'activité économique. Donc un public qui est peut-être un peu moins précaire, on va dire, lorsqu'ils sont salariés en insertion, puisqu'ils ont un contrat de travail, équivalent de contrat de travail, ils ont une situation qui est plus stable, en tout cas sur le plan du travail. Vous savez que vous pouvez avoir des salariés en insertion par activité économique qui sont à la rue, notamment dans le programme Convergence Premières Heures en chantier. Donc être en insertion, c'est pas toujours avoir une vie totalement stable. Mais sont des salariés malgré cette période d'insertion, qui est plutôt de 18 mois, qui après ont quand même encore des difficultés à retrouver un travail et qui peuvent retomber assez facilement dans le chômage ou des alternances entre chômage, petit boulot, travail précaire, travail saisonnier, RSA évidemment pour ce qui est des revenus, à la sortie de ces contrats d'insertion. Donc ce sont des gens qui restent dans des situations précaires pour ceux qui ne vont pas sur un CDI à la suite. Donc cette action, c'est l'action prioritaire 9 du PRAPS, qui s'appelle « Renforcer l'accès aux soins et à la prévention des personnes demandeuses d'emploi et en insertion par l'activité économique en lien avec les perspectives France Travail, en priorité sur les territoires avec un haut niveau de chômage ».
Ça participe de notre action, de notre participation à l'ARS, à la feuille de route nationale sur l'insertion par l'activité économique. Et évidemment, c'est construit avec la DREETS, avec le commissaire maintenant à la lutte contre la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine, pour qu'on ait une feuille de route commune sur ces actions. On pense qu'il y aurait quelque chose de plus grande ampleur à impulser pour structurer véritablement une offre de santé, prévention, repérage, accès aux soins pour les salariés en insertion par l'activité économique, avec l'appui de leurs organismes, de leurs fédérations. Mais on soutient déjà des actions, que ce soit dans le cadre de nos campagnes de financement général ou dans le cadre notamment d'un appel à manifestation d'intérêt sur les inégalités sociales de santé qui avait été lancé en 2021, qui était issu de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui s'appelle maintenant le Pacte des solidarités et qui continue à cibler, qui cible maintenant aussi les travailleurs pauvres. Par exemple, on a un projet avec la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS, sur la modélisation d'approches innovantes au carrefour de la santé mentale et de l'insertion sociale et professionnelle. On a par exemple aussi CAPé, qui est une structure qui est dans le 86, qui structure une dynamique territoriale sur l'ensemble des SIAE de la Vienne, avec des ateliers, des entretiens individuels, des analyses de pratiques, des enquêtes, tout ça devant concourir à améliorer la santé des professionnels en insertion, enfin des salariés en insertion, et la prise en compte par les professionnels de ce secteur de cette problématique. Je voulais aussi vous citer l'exemple de Arescope dans le Médoc, qui a un partenariat très fort avec la CEPAM pour l'accès aux droits, et avec le centre de santé de la CEPAM à Bègles pour des bilans de santé annuels. Ils font passer systématiquement tous leurs salariés, aucun ne refuse, à faire un bilan de santé. Et systématiquement, ce bilan de santé révèle un plus ou moins gros problème de santé. Donc ça va du dentaire à un cancer. Avec après des dispositifs de suivi qui sont mis en place. Ils ont aussi des partenariats avec la Maison de la Prévention et de la Santé de la clinique mutualiste de l'Espar, financée par l'ARS sur la santé des femmes et la vaccination. Et donc, ils voient bien quelle part prend cette dimension de santé dans la réussite d'un parcours en insertion. À la fois, c'est un frein et c'est un levier de réussite. Et en tout cas, sans cette prise en compte de la santé des travailleurs en insertion, de l'accompagnement à la santé et à la prévention, il est difficile de retrouver un travail stable. C'est ce qu'a aussi remarqué Convergence France. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, ils sont en Charente, à la fois avec le programme Premières Heures en chantier, mais aussi avec surtout le programme collectif vers l'accompagnement global, qui permet d'améliorer l'accompagnement en santé, alors l'accompagnement aussi vers l'habitat, vers le logement et autres, mais quand même beaucoup vers la santé pour les travailleurs en insertion et qui modélisent ça partout en France. Enfin, l'ARS, elle finance depuis longtemps des missions santé dans les missions locales. Donc, c'est, à ma connaissance, la seule région où c'est aussi systématique. Donc ça fait quand même des financements qui sont à près de 500 000 euros, dont 2 tiers pour les points santé, et une partie pour animer la dynamique de ces points santé. On sait que les jeunes qui sont dans ces points, donc qui sont dans ces missions locales, ils ont ce besoin d'accès à la santé, à la fois parce qu'ils ont des problématiques de santé, alors qui peuvent être particulières, santé mentale, addiction, mais ils ont aussi tout simplement des difficultés à accéder aux soins, soit pour des raisons financières, donc il y a des questions d'ouverture de droits, soit pour des questions aussi de mobilité. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est un des freins périphériques les plus importants, c'est la mobilité. Donc dans les missions locales, on a quand même beaucoup de jeunes précaires. On a un public qui est assez large, mais on a quand même beaucoup de jeunes précaires. Donc plus on touche jeunes, mieux c'est pour la suite. Donc ça nous paraît être, sous cet angle de la précarité, un public cible et qu'il faut qu'on continue
traiter, à appuyer ces missions locales sur l'aspect santé. En termes de santé publique, voilà, on peut en espérer des bénéfices plus tard. Et notamment sur le thème de la santé mentale, on voudrait approfondir le travail avec eux, puisque c'est vraiment les problématiques qui montent sur les publics précaires aussi. Hein. On a quand même un gradient social sur la santé mentale aussi, mais bon, j'avoue que je vais l'apprendre. En remontant la chaîne du travail, on a évidemment la question des personnes qui sont au chômage, qui sont citées dans le PRAPS aussi, qui sont accompagnées par France Travail ou par les conseils départementaux, pour ceux qui sont notamment RSA. La santé, c'est maintenant, il y a eu des études de nouveau partout en France, c'est un des 3 principaux freins périphériques à l'emploi, avec la mobilité, donc encore une fois beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, la mobilité et le logement. Et donc ça va être des sujets qui vont être encore plus adressés dans le cadre de France Travail, normalement, enfin on croise les doigts. Dans le cadre des comités locaux France Travail, auxquels on pourra, en tant qu'ARS, être amené à participer, comme la CEPAM. On a eu un CNR territorial, une réunion territoriale qui s'est tenue en Vienne il y a quelques mois sur le thème de l'emploi. Et justement, la santé dans l'emploi et la santé vers l'emploi avaient été ciblées comme thématique. Et la direction départementale de l'ARS est intervenue sur ce thème. Pour presque terminer, je voulais quand même parler d'un public, d'un secteur qui nous tient forcément à cœur, pour dire que nous aussi on doit balayer côté RS devant notre porte, c'est la précarisation des travailleurs du soin, du care. Je parlais tout à l'heure des personnes qui sont plutôt dans le ménage, voilà, avec des impacts sur le travail de nuit, sur les TMS, mais les travailleurs du soin, du care, ils ne sont pas exempts de questions liées à la précarisation au travail. Alors quand on parle précarisation au travail sur ces travailleurs, on pense principalement aux aides à domicile. Donc là, on n'a pas la tutelle à l'ARS institutionnellement, c'est le conseil départemental. Mais on se rejoint maintenant avec les réformes récentes sur ces travailleurs. Mais on peut aussi parler quand même des travailleurs peu qualifiés qui travaillent en EHPAD ou en établissement de santé et dont le turnover est important, avec des salaires qui sont quand même faibles. Et ce turnover qu'on voit qui pourrait être un peu synonyme de précarité au travail, alors il peut avoir différentes raisons. On a des travailleurs, pas les moins qualifiés, ceux qui sont un peu entre deux, qui peuvent avoir une volonté d'optimiser leur temps de travail dans l'année et qui peut entraîner ce turnover. Mais la plupart du temps, ça peut être un turnover involontaire, du temps partiel subi, donc encore une fois plutôt dans le secteur de l'aide à domicile, mais aussi dans le secteur de l'intérim, puisque en raison de l'absentéisme, le secteur médico-social fait beaucoup appel à l'intérim, donc c'est un secteur, voilà, on a parlé aussi, où il peut y avoir des questions de précarisation et de difficultés d'accès à la santé au travail. Et puis une question de désinsertion professionnelle liée à la pénibilité du travail, aux maladies professionnelles accumulées et qui entraîne après des difficultés à retrouver un travail, à garder un travail précaire sur une durée qui s'allonge de vie au travail. Donc le secteur médico-social, là en termes de données sur les salariés, on a beaucoup de données. Ça se caractérise par un nombre de journées d'arrêt de travail du fait d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui est 3 fois supérieur à la moyenne, constatée pour l'ensemble des secteurs d'activité en France. Donc nous là-dessus, comme je disais, balayer devant notre porte, on a des actions au sein de l'ARS, à peu près toujours en partenariat avec CARSAT ou autres, sur cette situation. Alors à la hauteur de nos moyens, on n'est pas à la branche AT-MP, donc voilà, c'est à la hauteur de nos moyens. Donc on a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur la qualité de vie au travail TMS, qui s'appelle Prévention de l'usure professionnelle, de la santé mentale et réduction de la sinistralité, donc à l'attention des EHPAD de la région. Ça a été aussi étendu, le même appel à manifestation d'intérêt aux établissements du champ personnes handicapées, au SIAD et au SPASAD, donc au service de soins infirmiers à domicile. Donc ça cible plutôt les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. On a aussi un partenariat donc, avec la CARSAT depuis de nombreuses années pour porter la politique de lutte contre les TMS.
Et cette convention de partenariat, donc on l'a renouvelée il n'y a pas très longtemps pour 4 ans. On finance 23 équipes mobiles pluridisciplinaires de qualité de vie et conditions de travail sur 3 ans au profit de grappes d'établissements sociaux et médico-sociaux. Dans les Deux-Sèvres, c'est le maximum. Ces équipes, elles couvrent plus du tiers des établissements du département. En moyenne, c'est plutôt 16%. On y a consacré près de 8 millions d'euros sur 3 ans, avec des actions qui sont assez diverses, qui vont alors pas mal de l'écoute et du soutien des personnels en difficulté avec des psychologues, à des formations, soit pour des médiateurs en santé, soit pour des référents, des formations en gestion des conflits, des séances d'analyse des pratiques aussi, des échanges de pratiques ou aussi des séances de moindre mesure pour l'instant, mais qui sont assez importantes quand même, des séances de bien-être, bien-être au travail, massage, sophrologie, activité physique, etc. Et on soutient aussi donc la création de plateformes territoriales solidaires renfort RH. Donc ça, c'est depuis le Covid. Donc ça fait, on a fait un bilan sur 3 ans. 20% des établissements sociaux et médico-sociaux adhèrent à ces plateformes, ces 13 plateformes territoriales solidaires qui ont permis 464 recrutements. Mais aussi des actions de fidélisation ou de levée des freins à l'emploi. Donc c'est plutôt vu sous l'angle employeur, voilà, et réduire les délais de recrutement des métiers en tension. Mais ça peut être aussi utile aux salariés parce que le but pour les employeurs à partir de là est d'améliorer les conditions de travail pour fidéliser les salariés. Donc voilà tout ce qu'on fait. Juste sur les perspectives. On a évidemment comme perspective de maintenir le soutien au programme Travailleurs précarisés de Médecins du Monde. Plus globalement, la médiation en santé envers les plus vulnérables, qu'on voudrait vraiment continuer à développer, à déployer sur toute la région. Poursuivre les travaux sur la santé en lien avec, pour les travailleurs de l'insertion par l'activité économique avec la DREETS. Je crois que le CHU parlera après de l'ouverture d'une consultation santé travailleurs précarisés au CHU, et ça nous intéressera évidemment beaucoup. On est aussi partenaire financeur de l'O3PNA, je vais y arriver. L'idée pour nous, vraiment qu'on soutient là-dedans, c'est vraiment de casser les silos. Vous avez parlé pluridisciplinarité tout à l'heure. Le 3PNA, moi ce que j'y vois, alors j'ai pas encore participé au premier COPIL, mais au COPIL élargi, mais j'y vois vraiment donc cette idée de casser les silos pour qu'on ait une réflexion vraiment transversale sur précarité et santé, pour qu'on décloisonne la santé et le social en général, voilà, que ce soit des mondes qui se parlent et des réflexes qui se prennent. Et donc, nous, ça doit nous permettre d'améliorer nos axes d'action sur les inégalités sociales de santé, notamment en améliorant la coordination, les coordinations institutionnelles, mais aussi les formations, et puis développer des programmes qui soient efficaces. Voilà, donc l'O3PNA. On a aussi, pour revenir sur les professionnels de la filière sanitaire et médico-sociale, on peut continuer à approfondir des solutions. Je pense par exemple aux groupements interentreprises qui peuvent permettre de déprécariser, en fait, si on est là en prévention de la précarisation du travail, donc de déprécariser, puisqu'ils permettent d'additionner en fait les temps partiels pour faire un temps plein avec un seul employeur, donc d'avoir plus de stabilité au travail pour les majoritairement femmes qui travaillent dans ces secteurs. Donc on a le groupement interemployeur ARHNA qui opère en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Et son slogan, c'est justement transformant des emplois précaires en emplois permanents. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant pour être encore une fois en prévention. Et pour être encore plus en prévention, on peut y coupler des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui vont permettre d'aller chercher des travailleurs moins qualifiés, de les qualifier au fur et à mesure et de les accompagner vers des emplois stables.
Et on a aussi le projet KENA, Qualité de vie et des conditions de travail des professionnels des EHPAD en Nouvelle-Aquitaine, qui a été lancé dans les Landes, qui est un travail qui est en partenariat donc, avec le Conseil départemental des Landes et qui est aussi fondé sur un projet de recherche qui est mené par l'équipe phare. Donc voilà un peu les actions qu'on va continuer à poursuivre, que ce soit dans le cadre du PRAPS ou dans le cadre d'actions complémentaires. Toujours en lien avec les partenaires institutionnels, toujours avec peut-être une idée d'avoir plus de données, plus de programmes efficaces, de pouvoir agir en termes de plaidoyer. Et puis tout ça, on le fera tant que, évidemment, on n'arrivera pas à changer le monde du travail lui-même et que voilà, on n'arrivera pas à être au niveau 1 de la prévention primaire pour éviter d'avoir des salariés dans ces conditions.